Festival des idées, comme vous le savez, on débat des idées, mais il est aussi intéressant de montrer comment est-ce que ces idées peuvent être mises en pratique et que quand elles sont mises en pratique, eh bien, elles contribuent à transformer la société et transformer l'économie. Et donc c'est de ça dont nous allons parler ce matin à travers cette utopie concrète. C'était important pour nous de pouvoir la programmer dans le cadre du festival parce que justement pour transformer la société, il nous semble absolument essentiel de transformer la sphère économique vers plus de démocratie, vers plus d'intérêt collectif. Et dans ce cadre-là, eh bien, les modèles de l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement le modèle coopératif sur lequel on va faire un focus ce matin, eh bien, jouent un rôle particulièrement essentiel. Donc, je vais faire une rapide présentation des intervenants avant de dire quelques mots d'introduction plus précis sur ce débat. Donc, moi-même, je suis Fanélie Carré-Comte, j'ai un parcours professionnel dans l'économie sociale et solidaire. J'ai également été élue députée de Paris dans la précédente mandature et aujourd'hui je travaille pour Enercop, qui est un fournisseur d'électricité coopératif qui a été créé en 2005 au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité comme un modèle alternatif pour développer un système énergétique citoyen fondé sur de l'énergie renouvelable dans une logique décentralisée. Donc ça, c'est me concernant. Et j'ai autour de moi trois représentants d'initiatives coopératives dont nous allons débattre tout à l'heure. Donc Bérangère Battiot, qui est chargée de développement dans la coopérative COP Circuit. Bastien Sibille, qui est président de la coopérative Mobicop. Et Alexandra Debézieux, qui est directrice déléguée de la coopérative RAICOP. Donc quelques mots peut-être d'introduction, puis on fera comme d'habitude dans les formats du débat inversé. On vous donnera la parole pour commencer avant de pouvoir laisser nos intervenants développer. Donc hier, moi je ne sais pas si c'était votre cas, mais j'ai assisté à un certain nombre de débats au cours duquel la question du modèle économique et du modèle d'entreprise a été évoquée à plusieurs reprises, en se demandant dans quelle mesure, pour réussir la transition écologique, pour transformer encore une fois nos modes de production, de consommation, etc., eh bien, le modèle de l'entreprise, on va dire capitaliste classique, à recherche de profitabilité sur le court terme, était un modèle viable ou pas. La réponse que nous faisons, je crois, à cette question, c'est de dire qu'on a besoin d'autres modèles économiques pour réussir la transition écologique et que dans ce cadre-là, eh bien, encore une fois, un certain nombre d'initiatives, et particulièrement dans des initiatives coopératives dont nous allons parler ce matin, contribuent à porter cette transformation de modèle économique de l'entreprise. Et on voit de plus en plus ces dernières années des nouvelles initiatives coopératives qui vont se développer et se créer, et donc on va vous en présenter ce matin, pour répondre à des nouveaux besoins et des nouveaux enjeux en matière de plein de domaines, alimentation, mobilité, énergie, aménagement du territoire, plein de choses dont on va reparler, avec donc des formes économiques particulières qui mettent au cœur les questions de gouvernance démocratique, de propriété collective, de lucrativité limitée, puisque donc la recherche du profit n'est pas la finalité, et avec un modèle particulier qui est le modèle de toutes les initiatives que nous allons vous présenter, qui est un modèle coopératif qui s'appelle la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, et qui est extrêmement intéressant, je crois, à présenter dans le cadre du Festival des idées, aussi parce qu'il permet de re-questionner la notion de service public, la notion d'intérêt général, pour développer des nouvelles manières d'agir en complémentarité avec la puissance publique, en mettant les citoyens au cœur des modèles pour répondre à des besoins d'intérêt général. Et puis, dernier point commun aussi peut-être de ces initiatives, eh ben, c'est qu'elles sont porteuses d'un projet qui n'est pas qu'un projet économique, qui est un vrai projet de transformation sociale, qui est un projet politique au sens large du terme, qui est le moteur de ces initiatives entrepreneuriales. Donc, on va vous présenter un petit peu tout ça plus dans le détail. Avant tout ça, on va vous faire intervenir, vous, sur vos compréhensions et vos attentes, et peut-être aussi avec déjà un petit test pour qu'on se donne une idée. Là, je vous ai présenté 4 noms de coopératives, donc RAICOP, Enercop, Mobicop, COP Circuit. Qui en connaissait au moins une? Qui en connaissait au moins 2? Qui en connaissait au moins 3? Et qui connaissait les 4? Bravo Myriam.
Bon, bah, donc c'est déjà un bon point de départ. Est-ce que vous souhaitez donc qu'on fasse peut-être un premier tour de questions de réaction, d'attente, peut-être autour de cette question coopérative? Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, le mot coopérative? Quelles sont les attentes peut-être que vous avez par rapport à ce débat? Est-ce qu'il y a des questions déjà que vous avez en amont avant que nos intervenants présentent leur projet de manière un peu plus détaillée? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Le dimanche matin, c'est toujours pas évident. Oui, je crois que le grand intérêt de la coopérative, et je voudrais savoir si ça marche bien, c'est d'avoir plusieurs partenaires. La SCIC, pardon, c'est d'avoir plusieurs partenaires. Et moi, j'en connais plusieurs. J'avais découvert ça à Firminy, dans la vallée de Firminy. Alors, il y en avait deux. Une, c'était une librairie. Donc, forcément, on voit il y a deux partenaires, les gens de la librairie et puis les lecteurs, les clients. Et j'ai emprunté leur statut et on en a fait une à Villejuif, pareil, où une dame voulait prendre sa retraite, une libraire voulait prendre sa retraite. Voilà. Il y en a une beaucoup plus intéressante parce que vous avez parlé de complémentarité avec le service public. Il y en a une énorme dans la vallée de Firminy, c'est le lycée agricole. Comme il avait beaucoup de chutes de déchets verts, il a fait un compost, puis ensuite il a proposé le compost aux autres municipalités alentours. L'hôpital s'y est mis, enfin bon, un tas de gens s'y sont greffés, et c'est devenu le service public du compostage et de traitement des effets verts, des déchets verts pour une partie de la vallée. Et on voit bien le caractère multipartenarial de ce genre de choses, quoi. Alors le problème, c'est, je ne me rends pas compte dans quelle mesure chacun des partenaires participe effectivement à la direction. Effectivement, donc c'est une des caractéristiques majeures de ce modèle SIC, qui est effectivement le multisociétariat et les multiparties prenantes, et on va y revenir, je pense, dans les différents exemples. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui, une question sur le fait qu'on voit effectivement émerger des tas d'initiatives locales, des groupes qui s'organisent, etc. Comment on passe de l'initiative locale, de la micro-entreprise, au groupe, enfin, à l'effet groupe, qui peut peser à la fois sur un marché, mais qui peut aussi peser sur une politique publique, quoi. Comment on passe de... Alors, on a beaucoup valorisé l'initiative locale, ce qui est très bien, la prise d'initiative des citoyens. Comment on peut passer, et je pense que vous en êtes des exemples, comment on peut passer à la dimension groupe, quoi. Merci beaucoup de rajouter effectivement cette dimension importante. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, je vais proposer donc à Bérangère, à Bastien et Alexandra de nous présenter leur projet, la coopérative qu'ils représentent, en expliquant un petit peu le fonctionnement, l'historique, etc. Et en quoi est-ce que les projets que vous représentez les uns et les autres représentent un levier de transformation de société, transformation de l'économie sur les différents enjeux sociaux, économiques, environnementaux, etc., etc. Et peut-être aussi, quels sont aussi les anti-modèles dans vos différents secteurs ou les concurrents principaux auxquels vous faites face, puisqu'on va voir aussi que cette question de la compétition entre différents modèles économiques est aussi un enjeu qu'on abordera, je crois, à l'occasion de ce débat. Est-ce que, Bastien, tu veux bien commencer? C'est un peu arbitraire, mais... Eh ben, avec plaisir. Je retire le masque pour prendre la parole. Écoutez, nous, Mobicop, on est une coopérative de partage de la mobilité sur les territoires, c'est-à-dire qu'on intervient auprès des collectivités territoriales pour leur mettre en place des services qui sont essentiellement des services informatiques, mais pas que, puisqu'on a aussi des services d'animation du partage de la mobilité territoriale. Et ces services concernent aujourd'hui essentiellement le covoiturage, qui est notre action un peu historique. Le mot est un peu fort, parce que ça fait que 10 ans qu'on existe, mais enfin, on a commencé par là. Et puis aujourd'hui, on adresse aussi des questions autour de la mobilité solidaire, parce que les enjeux de solidarité sur les questions de mobilité vont croissant,
avec une forme de recul des mobilités, des transports en commun sur les territoires les moins denses. Donc on a cette action auprès des collectivités territoriales et qui constitue notre modèle économique, puisque la coopérative est payée par les collectivités pour installer ses services sur leur territoire. On travaille beaucoup pour le niveau régional, mais pas que. On travaille aussi au niveau départemental, on travaille pour quelques métropoles, des communautés de communes. Et ce pied économique nous permet de nourrir une plateforme nationale de covoiturage qui n'a pas en elle-même de modèle économique au sens où nous n'y prélevons pas de commission sur les trajets qui font les utilisateurs. Bien sûr, il y a un côté vertueux à ça, y compris pour la partie économique de notre action, puisque à un moment, ce qui nous différencie de nos concurrents quand on répond aux appels d'offres des collectivités locales, c'est aussi qu'on est capable de déployer sur les territoires la communauté d'utilisateurs que nous avons grâce au site national. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le site national, on a un peu plus de 230 000 utilisateurs. Sur nos sites régionaux, on a 200 000 utilisateurs. Donc ça se répartit de façon à peu près équivalente. On a pensé la création de la coopérative comme la naissance d'un bien commun autour de la mobilité. Je fais le lien avec ce qui se passe juste en dessous, avec Jean-Louis Bancel et Nicolas Lix. Notre idée, c'était de permettre à l'ensemble des utilisateurs, à celles et ceux qui, sur le terrain, partagent leur mobilité, de pouvoir faire partie de la plateforme qui leur permet d'opérer ce partage. Et notre inquiétude, à l'époque, c'était le moment où Blablacar a imposé la commission, notre inquiétude était qu'il y ait une privatisation de l'acte solidaire qui, sur le terrain, conduit les gens à ouvrir leur voiture. Et donc face à ça, on s'est dit que la meilleure réponse, c'était d'essayer de créer un bien commun autour de ça. Alors après, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait ce bien commun? Et c'est là que je rejoins la remarque d'Alain Lipietz à l'instant, mais je pense que c'est un constat qu'on partage tous, puis on va débattre maintenant, c'est que les SIC sont un bon moyen de le faire parce qu'elles permettent d'associer toutes les parties prenantes de la démarche à la démarche. Et donc de faire que le projet appartient à l'ensemble des gens qui l'impactent. Donc ça, c'est le premier pied de notre dimension bien commun. C'est une gouvernance qui est ouverte. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 sociétaires dans la coopérative. Ces 1000 sociétaires représentent à la fois des personnes privées et de plus en plus, nous le souhaitons, des collectivités territoriales. Donc les gens qui sont concernés sont représentés et peuvent influer sur les décisions de la coopérative. Ce qui fait que, par exemple, on ne peut pas avoir une décision du type de celle que prit Blablacar en 2011, qui est de dire on impose une commission aux utilisateurs, parce qu'il y a un impact sur les utilisateurs sans qu'ils soient concernés. Il y a un deuxième pied qui est la question de la protection juridique du bien commun et de son exploitation économique. Et nous avons fait le choix de faire nos développements complètement en logiciel libre, ce qui garantit là aussi que la communauté des utilisateurs de nos logiciels vont pouvoir y contribuer et participer au développement logiciel. C'est aussi pour nous une façon de nous distinguer. Par exemple, nous avons commencé depuis l'année dernière à travailler avec Le Grand Lyon, qui a fait appel à nous pour son système de covoiturage. Et Le Grand Lyon était intéressé par cette dimension logicielle libre parce que ça veut dire que lui peut déployer des équipes en interne qui travaillent sur le soft de Mobicop. Alors, pour répondre en un mot à la question de Fanelli sur qu'est-ce que c'est nos sujets de transformation sociale et écologique et qui sont les gens en face de nous. Nous, notre sujet, c'est évidemment la réduction du nombre de voitures individuelles sur les routes. Leurs conséquences écologiques, j'ai pas besoin d'y revenir. Et la transformation sociale qui permet ça, c'est avant tout une transformation culturelle. Pourquoi ? Parce que la mobilité, la façon dont on se déplace dans l'espace, c'est quelque chose d'extrêmement culturel. Et la voiture est une incarnation de l'individualisme capitaliste extrêmement forte. Hein. Le mythe de l'homme blanc qui
conduit sa voiture, alors généralement avec la femme sur sa droite, et c'est un mythe qui est extrêmement puissant, et c'est à ce mythe-là que nous nous attaquons en disant aujourd'hui, et je pense que le message est de plus en plus entendu, non, être en société, c'est pas être tout seul dans sa voiture derrière un autre homme blanc tout seul dans sa voiture en train de respirer ses gaz d'échappement. Mais ça, c'est bien une transformation culturelle. Et ce que nous avons contre nous, ou disons plutôt que contre nous, en face de nous, c'est le capitalisme de plateforme. Et à la base de Mobicop, il y a aussi cette idée de créons des plateformes coopératives qui ne soient pas sur un format hautement financiarisé de type Blablacar, pour prendre un exemple français. Mais Blablacar, vous savez, c'est une bien petite chose à l'échelle internationale. Si on prend des géants du numérique comme Uber, Amazon, Google, etc., ces plateformes, ce capitalisme de plateforme, qui modifie profondément le capitalisme, nous pose des questions sur les territoires, sont une menace pour nos territoires. Et le fait de proposer un modèle alternatif à ça pour les territoires, c'est ça notre volonté de transformation. Merci beaucoup pour cette première présentation. On va enchaîner, on va rester peut-être dans les domaines de la mobilité. Comme ça fait une cohérence thématique. Et donc, Alexandra, je te laisse répondre à la même question en nous présentant le projet de RICOP. Merci. Donc, RICOP, c'est une coopérative qui est dédiée aux ferroviaires. Donc, on est plus jeune que Mobicop, puisqu'on a été créé en novembre de l'année dernière, avec comme ambition, en fait, effectivement, de refaire rouler des trains là où il n'y a plus de trains qui roulent, en fait. Et en se disant qu'avec la libéralisation du transport de voyageurs, du transport ferroviaire de voyageurs à la fin de cette année, on risquait d'assister finalement à une reconcentration de la mobilité ferroviaire sur des axes à forte rentabilité et sur de la très grande vitesse. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on a aussi un petit peu constaté dans certains autres pays européens. Alors, pour vous expliquer un petit peu le marché ferroviaire comme il va se dessiner là dans les prochains mois, l'ouverture à la concurrence va entraîner deux choses. C'est-à-dire d'un côté, vous allez avoir les délégations de services publics, c'est-à-dire les lignes les moins rentables vont être laissées au financement des autorités publiques et notamment des régions, voire de l'État, dans le cadre de trains d'équilibre du territoire. Donc voilà, il y aura des délégations de services publics qui seront lancées. Nous, on ne se positionne pas là-dessus parce qu'il y aura d'autres acteurs qui se positionneront dessus, la SNCF, Transdev, RATP Dev, voilà. Et puis, il y aura toute la partie service librement organisé, donc laissée au marché. Et donc, sur cette partie du ferroviaire qui sera laissée au marché, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate, c'est ce que je vous disais, c'est que, a priori, les plus gros opérateurs qui se positionnent sont des opérateurs qui vont aller sur la grande vitesse, sur la masse, sur des radiales Paris-Province. Voilà. Et donc, nous, on s'est dit, il y a probablement une réflexion un peu différente à avoir pour re-questionner ce modèle-là et notamment proposer justement des connexions province-province, redynamiser aussi des petites lignes, etc. Donc, pour ça, le modèle de SIC nous a semblé complètement pertinent puisque, alors pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, ce qui nous semble important quand on pense ferroviaire, on pense intelligence territoriale. Donc il y a cette nécessité en fait d'associer l'ensemble des acteurs des territoires à la réflexion sur les réels besoins de mobilité ou de non-mobilité, parce que le train est aussi un élément de non-mobilité. Le train permet d'apporter des biens et des services dans les territoires, et donc il peut y avoir aussi toute cette réflexion-là sur ce qu'on peut mettre à bord des trains, ce qu'on peut proposer en gare, voilà. Donc il y a toute cette réflexion-là qui peut être pensée, et donc voilà, l'idée c'était d'associer donc dans la société coopérative tous ces acteurs finalement des territoires, donc que ce soit, donc on a 5 collèges dans la coopérative, on a bien évidemment le collège des salariés, on a le collège des collectivités locales,
Donc c'est une manière aussi pour les collectivités locales de se redoter finalement d'une compétence sur le ferroviaire qu'elles n'ont plus aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent on voit des collectivités locales qui disent « Ah ben je regrette que ma gare ferme, que j'ai plus un train qui passe, etc. » Mais en fait elles sont un peu démunies parce que c'est au niveau des régions, au niveau pour tout ce qui est autorité organisatrice de la mobilité, ou alors voilà, elles n'ont pas la capacité non plus demain de devenir opérateur ferroviaire avec tout ce que ça implique, etc. Donc c'était une manière aussi de leur redonner un peu du pouvoir, de se doter d'un outil finalement au service de la mobilité ferroviaire pour leur territoire. Donc collège des collectivités locales, on a 2 collèges de personnes morales, donc que ce soit des entreprises, les bénéficiaires personnes morales, donc des entreprises des territoires qui à un moment peuvent avoir un intérêt à remettre de la mobilité ferroviaire pour la mobilité de leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, mais également, en fait, on se positionne sur les 2 marchés, on se positionne sur le voyageur, on se positionne sur le fret, mais aussi pour transporter des marchandises. Et puis, on a le collège des personnes physiques. Donc ça, c'est tous ceux qui, les citoyens, ont un intérêt à revoir les trains circuler en tout cas en France et dans les territoires. Alors, donc RICOP, effectivement, on n'est pas encore entreprise ferroviaire, pour être tout à fait clair. On le sera quand on aura notre licence et notre certificat de sécurité. Donc aujourd'hui, on est en train de lever les fonds pour pouvoir avoir notre licence d'opérateur ferroviaire voyageur. On a déjà les fonds nécessaires pour devenir opérateur fret, et donc on sera opérateur fret dès l'année prochaine. Pour le voyageur, il faut qu'on ait un capital social d'1,5 million d'euros. Aujourd'hui, dans la progression actuelle, on devrait l'atteindre sans trop de difficultés, parce qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 600 000 euros. On est passé, quand on a créé la coopérative en fin d'année dernière, on était une trentaine, et là, on est à 2000 sociétaires. Donc, on a une progression assez exponentielle du nombre de sociétaires, surtout personnes physiques pour le moment, mais de plus en plus de personnes morales. Et puis, on est en discussion avec pas mal de collectivités locales. Donc pour vous dire, nous on se positionne bien sur la complémentarité aussi avec ce qui peut être fait. Ça, je l'insiste, c'est-à-dire qu'on vient pas. Notre idée, c'est pas de venir prendre des parts de marché à la SNCF ou à d'autres acteurs qui opèrent déjà. Voilà. Enfin, l'idée, c'est de développer le train, parce qu'on pense que la mobilité ferroviaire, c'est une mobilité d'avenir pour plein de raisons que vous connaissez, mais donc du coup c'est et en plus le train en fait c'est vraiment un marché, plus vous avez d'offres et plus vous avez de demandes, plus il y a de trains qui circulent et plus les gens vont prendre le train. Donc il faut au contraire favoriser la multiplicité des offres, et donc nous notre idée c'est pas du tout de venir et puis en plus on est tout petit, on est un petit pousset là, donc c'est pas du tout de venir en frontal sur des lignes que la SNCF exploite ou que d'autres exploiteront demain, c'est pas du tout l'idée. Donc le modèle coopératif, pour rebondir là-dessus, donc effectivement la société coopérative d'intérêt collectif nous a semblé essentielle par rapport à cette intelligence collective au service de la mobilité ferroviaire dans les territoires, et puis par rapport au modèle économique qui en fait, donc comme le disait Fanelli, on réinjecte 57,5% de nos bénéfices dans l'objet social de l'entreprise, c'est-à-dire l'objet social, c'est le développement de la mobilité ferroviaire. Et en plus de ça, en fait, dans nos statuts, on s'est mis en conformité avec les agréments ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, avec notamment un certain nombre de critères sur le plafonnement des rémunérations, etc. L'idée étant bien que toute la richesse qui est produite par le développement du service ferroviaire soit redistribuée au service à nouveau du ferroviaire, et puis des acteurs qui peuvent être aussi dans cette dynamique. Alors, pour rebondir sur les questions aussi de gouvernance et puis de monter comment on passe du local finalement à des initiatives un peu plus nationales ou voire européennes, pourquoi pas. Aujourd'hui, dans la gouvernance de RICOP, donc on a les 5 collèges. Chaque collège a 20% des voix en assemblée générale, donc que ce soit les salariés, les partenaires techniques et financiers, voilà. On est bien sûr sur le principe, donc une personne une voix, donc une personne physique ou morale mette 100 € ou en mette 100 000, elle aura une voix en assemblée générale, mais chaque collège par contre est pondéré, donc il y a 20% par collège, 20% des voix par collège. Au sein du conseil d'administration, les différents collèges sont représentés. Voilà, donc c'est comme ça que a été structurée la gouvernance de RICOP. Et alors, pour rebondir sur la question que vous posiez, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le ferroviaire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de
de collectifs locaux qui sont déjà structurés sur des défenses de ligne, etc. Donc plutôt sous forme associative, puisque pour le moment, il n'y avait pas de possibilité non plus de développer forcément, de devenir opérateur ferroviaire. Bon, sachant que devenir opérateur ferroviaire, c'est vrai que ça impose finalement la mutualisation, parce que, comme je vous disais, il faut 1,5 million de capital social, il faut mettre en place, il faut avoir un certificat de sécurité, donc mettre en place des procédures de sécurité, etc. Donc c'est quand même assez lourd. Donc c'est vrai que chaque structure locale peut pas forcément se mettre dans cette dynamique-là. Donc c'était l'idée de se dire, on travaille là-dessus. Alors après, le projet, il n'est pas forcément né de collectifs de défense de ligne qui, à un moment, se sont dit, on se réunit pour ça. Il est né, en fait, dans la tête de cheminots ou d'anciens cheminots, de gens de l'économie sociale et solidaire, de gens impliqués dans le champ, justement, de la transition ou des transitions, qui se sont dit à un moment, là, il y a quelque chose à faire, il y a un modèle, justement, à repenser et une tentative, parce que là, voilà, on est au début de l'aventure, donc j'espère que dans quelques années ou dans 10 ans, je vous en reparlerai en disant voilà toutes les lignes que collectivement on a développées, etc. Bon, voilà, là on démarre, j'ai envie de dire, on n'a pas un an encore, mais bon, on y croit en tout cas. On pense qu'il y a en tout cas, il y a une belle dynamique autour du projet, et on sent effectivement vraiment cette intelligence collective qui se met en place, des acteurs locaux qui se saisissent du sujet, qui réfléchissent avec les acteurs de leur territoire, avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec les associations. Là, par exemple, il y a l'Association française des voies vertes et des véloroutes qui nous a rejoints, qui est devenue sociétaire de RICOP, pour réfléchir à l'articulation train-vélo. Donc voilà. Voilà, on a mis en place un certain nombre de cercles de travail, de groupes de travail pour réfléchir à plein de sujets. Enfin, quand je dis on a mis en place, les sociétaires se sont saisis du sujet pour mettre en place des cercles sur les trains réinventés, la réactivation territoriale, des sujets justement sur les lignes, les prochains services qu'on pourrait imaginer en 2023, enfin tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur du fret dès l'année prochaine. Donc comme je vous disais, on a notre capital social pour opérer du fret dès l'année prochaine, et sur du transport de voyageurs en 2022. Sur notamment 3 lignes qu'on a notifiées à la RT qui n'ont pas fait l'objet de saisine. Ça veut dire qu'en fait, ces lignes ne sont pas considérées comme venant perturber un service public, mais viennent bien en complémentarité d'un service public. Et donc, on a notifié la ligne Bordeaux-Lyon par le Massif central, la ligne Lyon-Thionville par Dijon et Toulouse-Rennes par Limoges. Voilà. Donc il reste encore un petit peu de chemin pour qu'on arrive à opérer nos premiers trains en 2022, l'atteinte du capital social, les négociations aussi sur le matériel ferroviaire. On est en train de discuter sur tout ça, mais voilà où on en est aujourd'hui. Pardon, j'ai peut-être été un peu longue, je sais pas. Ouais. Merci Alexandra. Vous aurez l'occasion de pouvoir poser toutes les questions après. On va finir le tour de présentation. Donc on a parlé mobilité, on a parlé aménagement du territoire, et maintenant on va parler un peu alimentation, avec donc Bérengère et COP Circuit. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Non? Allô? Oui, c'est bas. Il faut que je parle plus fort. Oui, ça y est, ça marche. Bonjour. Oui, alors moi je suis Bérengère Bathieu et je représente aujourd'hui COP Circuit. Bon, Fanelli vous a posé un peu un piège dans la question, à savoir est-ce que vous connaissiez toutes les coopératives présentes, parce que COP Circuit n'a aucune existence actuelle en ligne. Non, mais en fait, nous avons déposé nos statuts de SIC le 18 mars 2020. Vous vous souvenez de cette période? Donc ça a un petit peu paralysé le démarrage de la SIC, et donc nous sommes en démarrage et nous allons lancer notre communication et notre visibilité sous un mois. Donc c'est normal si vous connaissiez pas COP Circuit. Donc moi-même je suis arrivée il n'y a pas très longtemps dans le projet, donc excusez-moi par avance si je suis un peu fébrile sur certaines questions, quoique à voir. Mais toutefois, en fait, nous sommes déjà forts, en fait, parce que COP Circuit fait partie d'une communauté, qui est une communauté mondiale, qui s'appelle Open Food Network, qui a été créée en 2012 en Australie, qui fonctionne dans une quinzaine de pays actuellement, qui est en essaimage dans une quarantaine d'autres. Donc les pays où l'on fonctionne, ça va de l'Australie à l'Afrique du Sud, au Brésil, le Royaume-Uni, la Catalogne et donc la France. Et on est en essaimage dans un certain nombre de pays, le Nigeria, le Pakistan, le Costa Rica, ouais, des pays
dans leur diversité géographique et de niveau de développement, dirons-nous. Et, pardon, oui, la Grande-Bretagne, la Catalogne, l'Italie et la France, parce que nous existons déjà en France. Et actuellement, on s'appelle Open Food France. C'est une association. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous, la coopérative, nous émergeons de ce réseau Open Food et nous allons reprendre à notre compte la gestion d'une plateforme de vente en ligne pour les circuits courts. Donc, principalement de l'alimentaire, mais pas que. Ça peut être des produits d'hygiène, de la cosmétique, des combustibles pour vos cheminées ou poêles. Donc, tout ce qui est distribution en circuit court. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons cette plateforme qui est développée à l'échelle du monde entier par cette communauté Open Food qui développe un logiciel libre sur lequel s'appuie cette plateforme de vente en ligne. Donc voilà, on parle d'un site de e-commerce sur lequel des producteurs en direct ou des organisateurs de circuits courts, donc ça peut être des groupements d'achat, des boutiques multiproducteurs, viennent vendre leurs produits ou y publier leur catalogue et gérer leur activité économique. Et donc, ce qui est assez unique, me semble-t-il, dans notre modèle, c'est que donc on est une communauté internationale avec un développement très organique, parce qu'il y a cette communauté de développeurs web qui développent cet outil qui permet aux opérateurs de circuits courts de vendre de façon plus efficace et rapide sur les territoires. Donc ça signifie que voilà, nous on est pourvoyeurs d'outils et comme on est en logiciel libre, eh bien n'importe qui peut s'approprier l'outil et le déployer dans son pays. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Évidemment, nous, on est pour répondre à ta question, quel levier on actionne dans cette activité? Évidemment, nous, notre objectif, c'est le changement d'échelle des circuits courts. Et pour ça, pour que les circuits courts deviennent la norme de la distribution alimentaire, il faut qu'ils soient efficaces. Il faut qu'ils aient une gestion la moins chère possible et la plus efficace. Il faut qu'ils aient une stabilité sur la gestion de leurs outils. Et en l'occurrence, nous, le fait qu'on soit en logiciel libre, co-géré, co-détenu par cette communauté mondiale, fait qu'il y a une stabilité sur l'outil. Un producteur qui va décider de venir vendre chez Coop Circuit, il a cette stabilité que notre plateforme, elle ne va pas être revendue au plus offrant ou que nos tarifs ne vont pas changer sans qu'il y ait pu y avoir une décision démocratique prise sur les évolutions de notre fonctionnement, de nos tarifs, de notre gouvernance. Donc voilà, un opérateur de circuit court a besoin de stabilité. Et puis les circuits courts, je vais peut-être rien vous apprendre, mais nous, notre concurrent direct, c'est la grande distribution. Ce n'est pas les autres plateformes de vente en ligne en circuit court que vous connaissez peut-être, Cagette, Au Local, La Ruche qui dit oui. Ce n'est pas nos concurrents directs. Nous, notre concurrent, c'est la grande distribution. On veut faire changer le système de distribution en France et donc dans le monde. On est une communauté d'acteurs engagés pour une meilleure alimentation. Donc plus de circuits courts, c'est plus de frais. C'est plus de qualité, c'est une meilleure rémunération pour les travailleurs parce que c'est peu ou pas d'intermédiaires. Plus de frais, ça veut dire produits frais. Ça veut dire moins de conservateurs, moins de plastique, moins d'énergie consommée en transport. Enfin, l'avantage environnemental est assez évident. Et puis donc nous, dans ce cadre, ce qu'on fait collectivement avec cette communauté qui est un peu miraculeuse, c'est qu'on propose cet outil. On propose un outil de gestion et on le met à disposition. Nous, sur notre modèle de la SIC, on va lancer une facturation de nos utilisateurs
avec 3 offres différentes. L'offre de base, c'est une contribution de 1% sur le chiffre d'affaires qui est généré sur la plateforme, qui nous sert à nos frais de fonctionnement, à nous payer. Et on va reverser une très grande partie de ces revenus au développement de la plateforme, de nouveau, au commun. Voilà, on s'inscrit dans cette économie des communs. Donc, ce qu'on va gagner en France, on le réintroduit sur le développement international, ce qui permet ensuite d'avoir un outil accessible au plus grand nombre. Une dernière chose que j'avais envie de vous dire, j'essaye de faire en sorte qu'elle me revienne. La gouvernance, les collèges, la coopérative. Oui, alors dans la coopérative, donc nous on est une SIC aussi, donc on a un intérêt collectif. On a 5 collèges de sociétaires. Le premier, c'est les utilisateurs, donc les producteurs en direct ou les organisateurs de circuits courts, de nouveau, hein, les groupements d'achat, etc. On a les partenaires financiers et institutionnels. Le troisième collège, ce serait les partenaires opérationnels, là où on pourrait ranger les collectivités, si on a des collectivités locales qui voudraient être partenaires pour animer et organiser des circuits courts sur leur territoire. On a un collège de personnes physiques qui sont les bâtisseurs, donc les personnes qui portent le projet actuellement, et puis les soutiens, qui sont plutôt dans la catégorie ambassadeurs, personnes qui peuvent être des relais d'influence et de soutien de la démarche. Voilà, Fanelli. Donc, je pense avoir répondu à monsieur parce que nous, on est déjà à l'échelle du global. On agit à l'échelle nationale, donc, mais c'est très organique. On est aussi au service d'initiatives qui émergent sur le terrain. On ne fait aucune communication pour l'instant. Encore une fois, on va devenir comme circuit et donc on va commencer à se donner de la visibilité. Mais pour l'instant, c'est vraiment, on est au service des initiatives qui se créent sur le terrain et dans le respect d'une grande diversité. C'est-à-dire que nous, on n'impose pas de modèle économique. Donc, toutes les formes sont possibles. Ça peut être de nouveau une collectivité locale qui décide d'organiser quelque chose sur son territoire. Ça peut être une association qui, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'une région, décide d'organiser des circuits courts. Ça peut être un producteur aussi qui décide d'aller vendre en ligne. Et puis, en tout cas, pour répondre à Alain Lipiette, je pense aussi avoir partiellement répondu, mais évidemment que la question des partenariats, elle est décisive dans le sens où notre objet, c'est de devenir la norme de la distribution alimentaire. Donc, autrement dit, de reprendre en main nos circuits économiques et en particulier ceux de la distribution et ceux de l'alimentation. Donc, on est quand même sur la réponse à des besoins fondamentaux. Et donc oui, plus on sera nombreux, plus on sera fort, plus notre modèle économique tiendra et plus on sera dans cette gouvernance et cette dynamique collective de reprendre en main les services dont nous avons tous besoin au jour le jour, en l'occurrence l'alimentation et la fourniture de services. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments clés un peu transversaux qui reviennent, la question du commun, la question du logiciel libre, la question des nouveaux besoins en complémentarité avec les services publics. On vous a présenté aussi des initiatives qui ont, vous l'avez vu, des stades de création et de développement un peu différents, mais c'était aussi intéressant de pouvoir montrer les évolutions de tous ces projets. Alors j'imagine que tout ça vous a inspiré des questions, des remarques. Donc maintenant, ça va être à vous. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Merci. Bonjour. Oui, en fait, donc tous ces projets en fait sont à la suite du dépeçage des services publics, qu'on le veuille ou non. Et en fait, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est, on parle beaucoup de citoyenneté. Donc moi, je payais mes impôts pour avoir mon train tranquille, mon téléphone tranquille. Bon, maintenant, on me reconvoque en tant que citoyen. Et je voudrais comprendre dans quelle mesure je suis convoqué en tant que citoyen dans ce genre de projet. Est-ce que c'est pas plutôt en tant que client
qu'on me demande de venir participer, bien sûr dans un cadre collectif, formidable, hein, mais voilà, je vois pas vraiment le rapport entre citoyens et ces projets-là, en fait. Très bonne question. On en prend plusieurs. C'est un petit peu pour partager le sentiment que j'ai eu, surtout après la dernière intervention, mais je n'y voyais aucune... Je trouve ça un peu paradoxal, parce que de devenir le plus grand par rapport à la distribution, c'est par rapport au circuit court, j'ai du mal à comprendre votre entreprise, parce que moi, j'ai absolument pas besoin de claironner que c'est merveilleux, qu'on travaille avec que c'est un modèle de Nouvelle-Zélande qui vient d'ailleurs de machin de bidule, vous voyez. Je comprends pas très bien. Il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, mais je suis ignare, hein. Je comprends pas tout. Et je me pose la question moi aussi. Alors, je suis très intéressée par rapport à Mobicop, parce que dans nos régions, dans nos petits villages, on a vraiment des vrais soucis et on n'a pas de plateforme, comment dire, ça marche pas ce qui est mis en place. Et ils ont essayé comme ça, mais ça marche pas. Alors là, on a un vrai besoin matériel, parce que quand on organise un festival, on n'a rien de sérieux. On passe par Blablacar. Voilà. Donc je suis un petit peu dubitative. Et c'est vrai que cette question-là, elle est importante. Est-ce que c'est les nouvelles plateformes? Donc c'est le marché. On connaît le marché. Alors il est coopératif, d'accord, mais quelles sont les garanties? Oui, moi j'avais une question, c'est concernant toutes ces plateformes qui sont numériques et donc qui ne s'adressent qu'à une partie de la population, certes qui est très informatisée, mais il y a quand même un grand nombre de gens qui n'ont pas ces moyens. Et est-ce que vous réfléchissez ou est-ce que vous avez déjà quelque chose concernant ces gens qui n'ont pas accès aussi facilement que nous à l'informatique? Oui, moi je voudrais un nouveau modèle économique. Je voulais savoir s'il y a des nouveaux modèles de financement. Est-ce que si on développe en même temps un nouveau financement participatif, de quelle manière vous vous financez? Est-ce que ça, voilà, je pense que c'est intéressant de savoir comment on peut développer autre chose. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, on fait les réponses peut-être en deux temps. On va peut-être garder la question du financement pour un deuxième tour. Et on fait peut-être un premier tour sur les questions de citoyenneté, relations au service public, explicitation des enjeux sur les circuits courts, etc. Alexandra, tu voulais... Je voulais bien répondre sur la question du service public, parce que je pense que c'est un peu au cœur du débat sur le ferroviaire. Alors, fondamentalement, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que si le service public était complètement opérant, qu'on avait des trains partout, qu'on pouvait monter dans un train sans se poser la question, qu'on pouvait embarquer son vélo et que Railcoop n'aurait aucun intérêt, enfin, ça n'a pas d'intérêt pour Railcoop d'exister. Je veux dire, si aujourd'hui on avait un service ferroviaire parfaitement opérant, tant mieux, quoi. Enfin, je veux dire, Railcoop n'existerait pas. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on part du constat que c'est pas le cas. Et la libéralisation, effectivement, alors on peut regretter la libéralisation, on peut, etc. Si ce n'est que bon, voilà, elle a été actée, elle est actée au niveau européen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit bon bah c'est comme ça, effectivement, et puis laissons des grands opérateurs comme Flixtrain, comme Tello, comme d'autres, qui vont aller, comme je vous le disais tout à l'heure, réexploiter des lignes qui sont déjà exploitées par la SNCF et plutôt aller dans une logique de on se pique des parts de marché, voilà. Ce qui est un peu ridicule, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le ferroviaire, ça n'a pas beaucoup de sens, mais d'être sur des logiques de on casse les prix, enfin voilà, tout ça. Ou alors on se dit, comme c'est comme ça, essayons d'inventer un nouveau modèle. Et on est parti de ça, en se disant, bon, ok, on peut le regretter, mais d'un autre côté, essayons d'inventer un nouveau modèle en associant justement... alors, vous parliez des citoyens. Bah oui, ça nous semble important, dans ce modèle, en tout cas ferroviaire, d'associer les citoyens et pas simplement dans une logique d'usager. Ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment pour se dire comment
co-construit les services et les besoins par rapport à des enjeux d'accessibilité de territoire. Quand on est dans des territoires ruraux, et c'est pour ça avec Bastien on travaille aussi, on réfléchit ensemble à construire des offres communes, parce que l'enjeu c'est bien de connecter les territoires et de favoriser la mobilité, l'inclusion des gens qui ne peuvent pas se payer une voiture parce qu'effectivement, enfin on l'a entendu, c'est cher d'avoir une voiture, etc. Comment on propose et on développe des nouveaux services. Donc oui, les citoyens, on les convoque pas simplement comme des futurs usagers ou clients, mais bien comme des acteurs qui vont concevoir l'offre de demain. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de la coopérative. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Oui, je vais aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Et peut-être pour relier finalement un peu les trois questions, la question du rôle des citoyens, la question des territoires sur lesquels les formes de mobilité de marché finalement ne se rendent plus, de marché ou de l'État ne se rendent plus. Et on va garder le gros du financement sur la question d'après, mais quand même tout ça est extrêmement lié en réalité. Alors je ne sais plus si je mets le masque ou pas, je vais le retirer. Oui, d'accord, je le retire. Sur la question du rôle des citoyens, on n'est pas du tout dans une approche du citoyen consommateur. D'ailleurs, nous, à Mobicop, ne nous rémunérons absolument pas sur les utilisateurs de nos services, puisque ce sont les collectivités territoriales qui, en tant que puissance publique territoriale, viennent offrir un service pour leurs administrés et payent pour ce service. Donc le rôle des citoyens, c'est pas de venir... en tout cas, dans notre modèle à nous, c'est pas de venir renforcer le modèle économique en payant la coopérative, c'est plutôt de reprendre en main ce qui autrefois était un service d'intérêt général porté par la puissance publique et qui aujourd'hui demeure un service d'intérêt général ou une question d'intérêt général, comment est-ce qu'on se déplace sur nos territoires, et qui n'est plus porté par la puissance publique, comme vous l'avez dit. Et donc là, on a besoin finalement que des citoyens redonnent une capacité d'action pour l'intérêt général en venant dans le sociétariat de ces coopératives, parce que c'est en étant sociétaire que vous permettez que se déploient ces systèmes-là. Alexandra l'a très bien dit, pour qu'ils puissent déployer leurs services, ils ont besoin d'1,5 million d'euros de capital, ce qui est à la fois assez peu de choses, mais il faut quand même aller les chercher, et c'est là qu'on a besoin de gens qui rentrent dans ces dispositifs. Et on en a d'autant plus besoin, on a d'autant plus besoin de cette vision de l'intérêt général portée par quelques citoyens que d'autres citoyens, ou disons des territoires sur lesquels ils vivent, nous sont vraiment aujourd'hui dans des situations de grande difficulté. Alors sur le déplacement, c'est évident, les villes moyennes, les petites villes, les territoires peu denses, Blablacar lie les grandes villes entre elles. Blablacar est un service qui lie des métropoles et des gens qui ont le capital culturel, le capital informatique pour faire ces déplacements, utiliser ces services. On a besoin, nous, sur les questions de transition écologique de la mobilité, qu'aucun territoire ne soit laissé sur le bord de la route. Donc il faut qu'on amène des mécanismes de partage de la mobilité sur des territoires peu denses, sur lesquels les seuils de liquidité entre la demande et l'offre ne sont pas rencontrés. Et donc, je reviens à monsieur, pour ça, on a besoin de sociétaires, on a besoin de gens qui aient une vision de l'intérêt général et qui soient prêts à l'incarner et à la faire vivre. Et juste pour faire le teasing sur le financement, mais on voit bien que cette étincelle citoyenne, ces gens qui continuent à penser qu'il y a un rôle pour des initiatives d'intérêt collectif, pour reprendre la Société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, cette étincelle citoyenne devrait être soutenue par la puissance publique, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit nationale. Et là, on a des enjeux de financement importants, et je le dis avec la plus grande bienveillance pour nos dirigeants nationaux, l'État
n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire en la matière. L'État a un bras armé qui est la Banque des territoires. On travaille pour les territoires, on fait de l'innovation sociale sur les territoires, sur la mobilité. Nous devrions être soutenus par la Banque des territoires. Il y a déjà 1000 citoyens qui ont dit que c'était important pour eux. L'État devrait être là aussi pour soutenir ce genre d'initiative. Et aujourd'hui, finalement, dans cette défaillance de l'État, les collectivités territoriales, les collectivités locales sont celles qui continuent sur le terrain, au plus proche des gens, à faire vivre cet intérêt général. Et nous, Mobicop, nous vivons aujourd'hui grâce aux collectivités territoriales. Et c'est pour ça que je dis souvent que nous sommes un outil des collectivités territoriales sur ces enjeux de mobilité. Je ne vais pas plus loin dans le financement, mais il faut qu'on s'en reparle, c'est important. Pardon. Même question sur citoyens. Évidemment que nous, on s'adresse aux consommateurs. C'est assez classique maintenant de dire je vote avec mes achats ou ma carte bleue est un bulletin de vote. Donc nous, évidemment qu'on est dans cette logique-là, selon l'endroit où on va utiliser son argent, on soutient plus ou moins un système économique ou un autre. Nous, on croit fondamentalement aux circuits courts qui, comme je l'ai dit, ont quand même un impact plus positif sur l'environnement et sur la dignité des travailleurs que le système actuel de la distribution. Et donc, quand on dit que nous, on soutient les circuits courts contre la grande distribution, c'est aussi un acte citoyen de s'engager dans ce projet commun qui finalement invente un autre modèle économique de la distribution. Donc on propose une alternative. Je m'étais juré que j'utiliserais pas trop le mot alternative ou transition, parce que justement on aimerait bien passer à autre chose, pour dire voilà, c'est un autre modèle économique qui est repris en main par les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, pour dire que en fait, on n'en veut plus de ce modèle économique de l'accaparement des profits par la grande distribution, par le secteur financier, etc. Donc pour aussi compléter et réexpliquer ce que l'on fait, j'essaye de trouver des mots simples. Nous, on ne fait que fournir un outil, justement, pour permettre à des initiatives locales, très terre-à-terre, d'un échange entre des consommateurs et des producteurs qui seraient distributeurs de nourriture. Nous, on fournit un outil qui est celui qu'ils peuvent avoir, cet outil de gestion. Ils peuvent mettre leur catalogue en fait, sur la plateforme. Utiliser des moyens de paiement aussi sur la plateforme pour vendre. C'est comme Amazon, si vous voulez, mais en mode coopératif. Vous voyez ou pas? Non, je le réexplique. Vous froncez des sourcils. En fait, nous, notre force, c'est cette communauté, puisque justement, on est dans l'idée d'un modèle économique qui serait mieux partagé, qui accaparerait moins les profits et où on reprendrait en main notre distribution alimentaire. Donc, nous, on met à disposition des outils de gestion qui sont efficaces. Et comme on est une communauté, eh ben, les membres de cette communauté sont en dialogue entre eux, ils se partagent leurs bonnes pratiques, ils se partagent leurs connaissances. Il y a beaucoup de sujets assez techniques quand on veut organiser des circuits courts sur son territoire, des obstacles juridiques, par exemple des obstacles fiscaux, des questions de structuration, des questions de logistique, de livraison, de transport, qui sont des choses qu'on est en train d'inventer à l'échelle de cette communauté. Quelles sont les meilleures pratiques? Comment être au plus efficace? Et comment, du coup, faire que cette distribution en circuit court, elle prenne le pas sur la grande distribution, ou du moins sur un modèle économique qui ne nous convient pas, pour que l'on puisse survivre sur la planète voilà, à travers nos consommations diverses et variées. J'ai cité Amazon, mais évidemment qu'on est du coup totalement à l'opposé. Mais c'est pour permettre de comprendre que voilà, nous, on offre ce service de mettre en visibilité des producteurs, des groupements d'achat sur une plateforme qui peuvent utiliser la plateforme. Et là, je vous réponds, madame,
sur le numérique. Oui, il y a un certain paradoxe, en fait, qui, moi, me saute aussi aux yeux, de dire on fait des circuits courts, mais on passe par le numérique. Il y a un certain paradoxe, je vous l'accorde, et il faut faire une petite gymnastique intellectuelle pour le sauter, ce paradoxe. En fait, tout opérateur de circuit court a quand même besoin d'outils de gestion, de nouveau. Le catalogue, la gestion des stocks, les moyens de paiement. Il y a une partie de nos utilisateurs qui ne vend pas en ligne, qui a juste inscrit sa boutique, qui a mis sa localisation GPS et qui dit voilà, moi je fais ça. Moi je fais des carottes, des lapins et du fromage. Et voilà mon modèle. Vous pouvez venir de telle heure à telle heure, tel jour, et voilà comment je fonctionne. C'est de la vente directe. Vous avez aussi des initiatives un peu plus grosses, des groupements d'achat par exemple, qui eux veulent valoriser leurs producteurs et proposer à des clients de pouvoir avoir cette visibilité sur tout un catalogue en ligne et acheter en ligne. Mais pas que, ils peuvent aussi avoir un local. À Grenoble, c'est le cas. Il y a une initiative qui s'appelle Au Local, qui est utilisatrice de notre plateforme et qui a un local, justement, pour le dépôt et la vente. En fait, moi, je dirais qu'au point où on en est, on ne peut pas faire sans le numérique. En fait, on ne peut pas faire sans le numérique. La vente en ligne est quand même a explosé. D'ailleurs, le confinement a fait une explosion de l'utilisation de la plateforme. Multiplication par 10 du trafic de visiteurs sur notre site. Il y a certaines personnes à qui ça convient de consommer en ligne. On veut toucher ces personnes-là, mais ça ne convient pas à tout le monde. Dans tous les cas, nous, on reste aussi une communauté qui peut les accueillir parce qu'ils vont pouvoir se référencer sur la plateforme et ils vont pouvoir, dans tous les cas, rentrer dans cette communauté, partager des conseils, des bonnes pratiques, des échanges de nouveau très concrètes sur la logistique, etc. Donc, on est une communauté et on fournit cet outil de plateforme en ligne. Il n'y a aucune obligation de payer en ligne et de vendre en ligne, mais on ne peut pas faire sans le digital. On soutient des initiatives de terrain avec ces outils. Oui, mais... Parce qu'il y a d'autres questions, je vois. Oui. Donc, mais du coup, il y a un vrai enjeu sur la complémentarité locale numérique. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir après, parce que je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent, donc je ne voudrais pas frustrer le public. Donc, on note qu'il faut qu'on développe sur la question du financement, il faut qu'on redéveloppe sur la question du lien local, numérique, comment ça peut s'articuler, etc. Et du coup, je donne la parole, parce que j'ai vu plein de mains qui se levaient. Là, ça marche ? Okay. C'est juste pour éclaircir un peu le thème de cette coopérative qui, je pense... En fait, le sujet, c'est que c'est peut-être pas le public... je veux dire, juste situer le consommateur, en fait, chez vous, qui va peut-être pas, du coup, être le consommateur rural, puisqu'en fait, on va pas aller acheter nos carottes sur une plateforme, alors qu'en fait, il y a un mec à côté qui fait des carottes. Du coup, je pense que vous situez... c'est plus des consommateurs urbains, finalement, que vous ciblez, non ? Non, mais pas que. Mais quand on habite en zone rurale, c'est pas si évident que ça non plus de trouver des produits en circuit court à l'heure actuelle. Oui. Ici, ça se fait quand même. Oui. Ouais, ici, il y a plein de choses. On est quand même sur. Ouais, il y a des réponses différentes. Pour le rural, il ne faut pas non plus le standardiser.
une AMAP qui fonctionne dans un ex-canton, dans vos 3 communes, toute la population locale connaît l'existence de l'AMAP. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok. Les mises en réseau numériques ou d'autres formes, justement, sur le plan local, il y a d'autres formes pour faire passer de l'information et rendre visible ce que vous ne voulez pas. Et croire que ça se fait spontanément parce qu'on est en zone rurale, je crois que c'est une illusion complète. Enfin, je crois qu'il faut sortir de ça. L'isolement des groupes sociaux et des personnes en zone rurale est largement aussi important aujourd'hui qu'il ne l'est dans les zones urbaines. Je crois que le rural où tout le monde se connaît, ça n'existe plus, même si tant est que ça peut exister à un moment donné, ce que je ne crois pas. Enfin, moi, je suis originaire d'un milieu comme celui-là, je vis à Redon, je connais ce territoire depuis des décennies, je vois comment il a évolué, et je crois qu'il faut qu'on arrête de projeter sur le rural des images qui ne sont pas des réalités ou qui sont des espèces de calques de ce qui existait il y a 40, 50 ans. Les populations ne se connaissent pas entre elles parce qu'elles sont très diverses et elles n'ont pas forcément eu la même histoire. Donc organiser la coopération entre les habitants du monde rural, ce n'est pas plus simple que dans d'autres zones. C'est dans cet objet-là qu'on existe. En aucun cas, on a une vocation à être hégémonique et à dire toute la distribution au circuit court doit passer par Coop Circuit. Pas du tout. Pas du tout. C'est un outil parmi d'autres. Et de nouveau, oui, c'est une mise en réseau, c'est une réponse à un besoin qui nous semble exprimé. Si on croit à l'intérêt social et environnemental des circuits courts, et notamment pour reprendre la main sur les circuits économiques, c'est pas l'alpha et l'oméga du développement des circuits courts. Nous, on a un outil en ligne, une place de marché, si vous voulez. Voilà, c'est comme si on était une place de marché, mais en ligne. Mais les initiatives de terrain, évidemment qu'elles émergent sans Coop Circuit et sans Open Food au Nigeria et au Pakistan, évidemment. Donc là on est en réponse des personnes qui viennent nous voir, personnes morales ou personnes physiques. Elles veulent organiser sur leur territoire le fait qu'il y ait plus de personnes qui consomment en circuit court, ce qui nous semble louable, sinon on n'existerait pas. Et du coup, nous, on leur fournit un outil de gestion, un catalogue, du paiement en ligne si elles veulent. Mais après, tout s'organise sur la base de cette initiative de terrain et de la dynamique. Et effectivement, moi, de ce que je vois aussi, il ne me semble pas que les circuits courts soient en ce moment parfaitement organisés dans la ruralité et que quand même la part de consommation dans les supermarchés reste écrasante. Donc voilà, nous humblement, on va proposer des outils et une communauté d'échange, de partage de bonnes pratiques, comme je disais, à destination des professionnels producteurs ou de toute personne qui voudrait organiser des circuits courts sur son territoire. Oui, c'est un peu compliqué parce que le débat sur les biens communs, il est en dessous. Alors, ici, on discute des outils des biens communs, de production des biens communs, et la définition des biens communs, elle est en dessous. La définition, moi, je paye mes impôts, j'attends que l'État me fournisse des trains et des téléphones. Pour moi, c'est le contraire de citoyen. C'est être citoyen, au sens où on l'entend, disons à gauche et chez les écologistes, c'est participer soi-même à la production du bien commun et pas être dans une attitude de consommateur du genre je vais à la SNCF, je demande s'il existe un Bordeaux-Lyon. Bon, ça n'existe pas, donc je prends ma voiture. Non, c'est dire comment ça n'existe pas, c'est pas normal, je m'engage dans l'une des trois là, dans la coopérative Cooperail et je vais faire qu'il y ait du bien commun. Ça ne veut pas dire, quand on produit du bien commun en tant que citoyen engagé, ça ne veut pas dire qu'on va être le consommateur. Peut-être que je m'en fous complètement, je n'habite ni Bordeaux ni Lyon, ça m'est parfaitement égal qu'existe un jour une ligne Bordeaux-Lyon, mais je trouve que c'est bien qu'existe la ligne Bordeaux-Lyon, en tant que bien commun. Et même chose ici. Alors là, moi, je suis beaucoup plus direct là. Je ne serai évidemment jamais... Enfin, vous vendez des plateformes, vous ne vendez pas des carottes.
vous vendez des plateformes à des producteurs de carottes ou à des distributeurs de carottes. Bon, donc moi, je ne suis pas client. Enfin, quand je veux des carottes, je ne m'adresserai jamais à vous, je m'adresserai à un distributeur. Mais on vient de prendre la mairie et avec le projet 100% bio et le plus local possible. Bon, on va voir là, donc, là depuis qu'on est élu, donc le 23 juin, pardon, on est allé voir les gestionnaires de la cantine scolaire. On dit, bon, du bio, alors nous on est à Villejuif, 3 km de Rungis. À Rungis, il y a une formidable plateforme de vente de bio, magnifique, avec un type qui fait déjà vraiment le top du top du bio. Mais quand on lui demande du local, ah non, ça ne fait pas partie de son business plan. Donc la gestionnaire de notre cantine nous dit du bio c'est facile, mais je ne peux pas vous garantir que c'est du local. Donc avoir un bien commun qui serait, vous êtes à tel endroit et vous voulez passer votre cantine en local, en circuit court. Pour ça, on a besoin que les producteurs locaux disposent de plateformes numériques, évidemment, parce qu'elle n'a pas allé s'amuser, la gestionnaire de la cantine de Villejuif, à aller faire sa tournée en Renault 4 de tous les paysans entre Paris et Orléans, hein, pour approvisionner sa cantine. Donc on a besoin d'outils comme cela à la disposition des producteurs bio, disons, de toute la zone entre Paris et Orléans, en gros. Hein. Voilà, c'est ça, pour moi, la création d'un bien commun. Alors, dernier point, sur la question de la concurrence. La SNCF, dès qu'elle a été créée, c'est-à-dire en 1937, la première chose qu'elle a fait quand il y avait 5 réseaux, hein, ça a été de fermer des lignes secondaires. Arrêtons de dire que c'est la concurrence qui ferme les lignes secondaires. C'est le fait que vous avez un monopole technocratique qui décide qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui l'arrange pas. Et même pendant l'occupation, vous aviez des municipalités qui allaient voir les Allemands pour dire, écoutez, cette ligne est stratégique, il faut que vous ordonniez à la SNCF de rouvrir cette ligne secondaire. Enfin, on avait des alliances complètement folles de lutte des citoyens des territoires pour obtenir que la SNCF ne ferme pas sa ligne secondaire. Eh bien, votre projet, là, c'est une alternative. C'est dire, vous voulez qu'existe telle ligne, allez tous ensemble, on va la créer. C'est ça la participation citoyenne au bien commun, à mon avis. Alors, en fait, je trouve que je suis d'accord avec vous et en même temps, je trouve ça très complexe parce que il y a deux problèmes. Il y a la consommation d'une part, et là, je trouve ça tout à fait intéressant. Pour la SNCF, c'est vrai que je me pose le même problème que pour l'éducation nationale, par exemple. C'est-à-dire que quand on n'est plus satisfait du service, on va ailleurs. Et alors là, c'est le faire sous une forme coopérative, citoyenne, etc. Donc, voilà, je souscris, mais en fait, c'est comme un renoncement. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble quand même qu'il y a certains aspects de la société qui devraient rester dans le public et on devrait lutter pour que ce soit le service public qui continue à s'en occuper. Enfin, je ne sais pas si le lien avec l'éducation nationale vous parle, mais le fait que de plus en plus le service de l'éducation nationale ne corresponde plus à ce que certaines personnes en attendent, eh bien, soit on va dans un certain type de privé ou dans un autre avec plein d'idées justement, type où on apprend aux enfants à être coopératifs, à être ceci, à être cela, mais ça reste du privé. Et en attendant, on renonce à ce que les choses se fassent au sein du service public. On prend une dernière question. Donc, Jérôme Sadier, qui est par ailleurs président de ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. C'était pas la peine, mais merci beaucoup et désolé pour le bruit de fond. Je fais ce que je peux, hein, mais je fais vraiment ce que je peux. D'abord, je suis très content qu'Alain Lipiette s'est évoqué des sujets avec lesquels je suis parfaitement en accord. Ça m'arrive pas souvent, Alain. Donc, en tout cas, sur la partie bio, je crois qu'effectivement, on n'est pas en train de parler des biens communs, effectivement. Donc, on est vraiment sur les outils. On sait bien que si on veut faire en sorte que le bio prenne une part prépondérante dans la distribution, il va falloir qu'on traite le fait qu'on manque de l'organisation qui va avec aujourd'hui. En fait, et la majeure partie du bio qui est vendu aujourd'hui, y compris sous les enseignes les plus respectables, n'est pas en fait en circuit court.
Donc l'un des grands enjeux qu'on a, c'est d'organiser le lien entre la production locale, la distribution et parfois même d'ailleurs la transformation, puisqu'il y a aussi de la transformation dans l'UO, c'est là-dessus qu'il faut sans doute investir. Et c'est pour moi encore dans l'angle mort, à mon avis, de ce qu'il faudrait faire. Donc, mais bon, je reviens à mon sujet initial, en fait, qui était de vous remercier d'avoir permis de mettre en lumière un sujet de fond qu'on a quand même, qui est le contrôle démocratique de la technique aujourd'hui. Voilà, c'est pas une question très récente, à vrai dire, mais l'émergence de l'économie de plateforme et la technologie qui va avec, y compris d'ailleurs avec ses failles, comme l'évoquait Madame, tout le monde n'a pas accès à la technologie. Et je crois aujourd'hui l'un des sujets centraux. On voit bien qu'aujourd'hui, le pouvoir tel qu'on peut l'exercer par la démocratie a beaucoup de mal, en fait, à peser sur l'émergence de cette économie très technologique, de plateformes, etc. Qui d'ailleurs une autre forme de productivisme à certains égards, en fait. Mais ça, on ne l'interroge pas trop parce qu'on ne s'interroge pas sur ce qu'il y a derrière, en fait. Et ça cause des dégâts au moins aussi importants que ceux qu'on met en exergue la plupart du temps, on va dire. Mais bon. Et donc, moi, ce qui m'interroge, c'est, parce que je suis sociétaire d'au moins une, bientôt deux des SIC. Donc, mais comment on fait pour... alors, je déteste ce terme-là, mais je vais l'employer quand même, mais pour changer d'échelle. Parce qu'en fait, c'est une vraie question de rapport de force, en fait. On peut multiplier les initiatives comme ça si on ne les branche pas les unes avec les autres, avec d'autres modes coopératifs par ailleurs. Et j'en viens à ma réflexion, qui n'est pas une proposition, en fait, à ce stade, c'est d'organiser le multisociétariat. On ne pèsera jamais assez fort, en fait. Et donc, bravo encore pour ce que vous faites. La question, c'est maintenant comment on fait pour brancher avec d'autres systèmes, par exemple coopératifs, éventuellement mutualistes, pour faire en sorte que les plateformes atteignent rapidement plusieurs millions de personnes. Donc en inclusion, en termes d'adhésion à d'autres systèmes coopératifs, etc., pour qu'on rende cette logique de service de manière peut-être moins militante quelque part, parce qu'on ne s'adresse pas à des gens qui adhéreraient ou deviendraient sociétaires en direct, en première intention, on va dire, de l'une des coopératives en question, mais qui, dans un écosystème coopératif, deviendraient au moins bénéficiaires, voire même sociétaires, de plusieurs coopératives en même temps. Là, ça ferait, je pense, contrepoids à l'émergence d'autres formes concurrentes. Et puis, juste un point, c'est qu'il y a, parce que je pense que la question de Madame tout à l'heure sur l'accès à la technologie est quand même pas neutre. Faut quand même... Voilà, faut pas oublier ça derrière quand même. Faut surtout pas qu'on développe un truc qui serait caricaturalement un truc d'urbain. Et on voit bien que la société est en train de se fracturer là-dessus. À bas bruit, je pense, mais elle se fracture quand même profondément là-dessus. C'est l'un des révélateurs. Et je pense qu'il faut ajouter à nos démarches militantes, en quelque sorte, la nécessité de l'inclusion numérique pour les personnes qui en sont éloignées. Et donc, il faudrait qu'on trouve des programmes qui permettent d'entraîner derrière les personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès. C'est pas forcément d'ailleurs une question d'avoir du matériel, c'est aussi une question, à titre personnel, c'est une question d'équipement en réseau et puis d'éducation numérique par ailleurs. Et je pense qu'il serait vertueux dans les démarches coopératives qui se fondent en tout cas sur cette technologie qui amène à l'économie de plateforme d'amener à l'inclusion numérique par ailleurs. Merci beaucoup, parce que la question de l'écosystème était aussi une des questions qu'on voulait aborder. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je vous propose qu'on refasse un tour. Donc, on avait des enjeux de financement, on a des enjeux de rapport au service public, on a des enjeux d'inclusion numérique, on a des enjeux de changement d'échelle et d'écosystème. Bastien, tu commences ? Oui, je veux bien. Donc, je vais prendre deux enjeux. Je vais prendre le premier sur la place du numérique, puisque je vous avais dit, Madame, je vous répondrai là-dessus. Si on laisse de côté tous les gens qui n'ont pas accès au numérique par rapport à ce qu'on essaye de transformer dans la société, on est juste en train de rater notre objet. Donc on ne peut pas faire ça. Du coup, il faut accepter de sortir du tout numérique. Nous déployons à Mobicop des services pour les collectivités locales dans lesquels les utilisateurs ont un numéro de téléphone qui est fourni par la collectivité locale, ils appellent quelqu'un. Alors cette personne peut être soit au sein de la mairie, soit sur une plateforme nationale. Si la mairie ne le souhaite pas, on prend nous chez Mobicop en charge l'appel. Mais les personnes peuvent par téléphone demander si quelqu'un peut venir les chercher. Et donc là, il y a tout simplement un opérateur, une forme de traducteur. Paul Ricoeur
disait l'importance de la traduction. Et là, cette personne traduit une interface vers une autre personne qui a une demande qui est simple. Elle veut juste que quelqu'un vienne la chercher. Donc, on regarde sur l'interface, la personne lui répond, bah oui, écoutez, il y a quelqu'un pas loin de chez vous, il a dit que c'était disponible et tout. Il vient. Il faut le faire d'abord parce que c'est une question de justice, et il faut le faire aussi parce que c'est une question de résilience. Aujourd'hui, nos technologies numériques sont extrêmement fortement déployées sur des technologies qui sont extra-européennes. Et je ne suis pas du tout dans un discours de type nationaliste ou de frontières dures, mais à un moment, c'est normal, pour des raisons démocratiques, que nos territoires aient les moyens de leur résilience. On vient de faire 6 mois de visioconférence, notre économie a marché parce que Zoom et Google nous ont permis de continuer à faire marcher notre économie. Ceci est un problème. Donc, c'est important d'avoir des voies de sortie et de revenir vers des technologies qui nous permettent à la fois justice, résilience et indépendance. Deuxièmement, sur la question du changement d'échelle, pour répondre à Jérôme, c'est effectivement la question centrale. Alors, allons-y. Sur le multisociétariat, on a des initiatives de croisement de sociétariat. On a croisé du sociétariat avec Enercop et Mobicop. On s'en parle avec Railcop. La Massif a fait une campagne d'appel à ses sociétaires pour souscrire au sociétariat de Mobicop. Mais il est sûr que c'est là notre seule façon de nous en sortir. Je le dis souvent, en face de nous, nous avons Blablacar. Blablacar a levé 500 millions d'euros en 10 ans pour que tout le monde connaisse Blablacar, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de recherche sur le terme Blablacar dans les moteurs de recherche que sur le terme covoiturage. Si on veut exister en face de ça, nous, les parts sociales à Mobicop, c'est 100 €. Un sociétaire prend généralement 2 parts sociales. Je vous laisse faire le calcul de combien il nous faut de sociétaires pour arriver à être en face des mêmes moyens, à avoir les mêmes moyens que Blablacar. Et je dis tout de suite que c'est énorme, mais que c'est possible. La Massif a 5 millions de sociétaires. Les gens l'ont fait. Le Crédit Coopératif l'a fait. Et donc, nous le ferons aussi, et nous le ferons d'autant plus facilement que nos aînés, dans l'ordre des naissances des coopératives, nous y aideront. Donc, partons. Eh bien, je fais un tac au tac tout de suite, mais oui, nos sociétés, nos projets font autre chose que de participer à l'économie dominante et destructrice. Donc oui, c'est un engagement très concret de terrain, de rentrer dans la gouvernance, donc en devenant sociétaire, ou d'être utilisateur de ces services et de ces produits, en fait. C'est une activité économique, mais une activité économique militante, en fait, qui nous fait entrer dans une autre économie, donc avec une gouvernance démocratique horizontale et des outils numériques. Oui, moi, j'ai pas toutes les réponses à votre question, parce que on est quand même un projet qui est justement qui n'a pas une force de frappe comme peut l'avoir le réseau Leclerc ou Géant Casino. Vous voyez, on reste une entreprise militante avec nos petits moyens. Donc la question de l'accessibilité jusqu'au territoire, jusqu'au consommateur final dans la ruralité, j'ai pas toutes les réponses à ça, je vous le dis humblement. Nous, encore une fois, on fournit des outils à des gens qui ont des initiatives de terrain. Je voulais juste répondre rapidement à madame, au fond. Là, c'est la militante qui parle. Je vois pas d'opposition, en fait, entre les engagements. On peut aller militer et se battre pour le maintien de services publics type SNCF, Éducation nationale, et développer ces entreprises citoyennes. Pour moi, c'est complémentaire, en fait. Et moi, dans mon engagement de cœur, mon engagement militant de toute ma vie, j'ai préféré me positionner sur du terrain, en fait, du concret, fournir du vrai concret qui change la vie, plutôt que militer uniquement sur un terrain politique et de manifestation et d'influence. Et oui, on prend en compte un principe de réalité. Oui, les services publics sont démolis. On a des énormes multinationales qui s'accaparent des richesses, les Google, Amazon, etc. On fait autrement. On construit un autre modèle économique
et on a besoin d'être plus nombreux, d'être en synergie pour nous tous et toutes qui croyons à cet autre modèle économique. Il faut qu'on se serre les coudes là en fait. Donc oui, on a une initiative nous entre coopératives de la transition entre guillemets, et on va travailler sur cette visibilité commune et que les utilisateurs d'une coopérative puissent être informés de l'existence des autres. Donc dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, des circuits courts, de la téléphonie mobile, enfin il y a plein de secteurs. Donc on a une initiative qui va se déployer, qui s'appelle les licornes pour l'instant, mais qui va se développer. Et oui, on l'a bien en tête, les synergies. Je vais passer la parole à Alexandra et je vais dire d'emblée que je pense que nous allons devoir conclure. Ça sera donc probablement la dernière intervention. Je suis désolée, je vois bien qu'il y a des envies de rebond, notamment sur ce débat sur les services publics qui est vraiment effectivement essentiel, mais je pense qu'on aura l'occasion de le reprendre peut-être même à la pause café. Mais en tout cas, voilà, on est tenu de respecter les horaires, donc je vais laisser Alexandra faire sa prise de parole et puis on conclura le débat puisqu'il est déjà 11h. Oui, mais ça va être assez court. Je partage l'opinion bien évidemment de Bérangère. Je pense que on n'oppose pas les deux, et le côté la société coopérative d'intérêt collectif, en tout cas RICOP, associe dans ses collèges les collectivités locales. Donc après, c'est la définition effectivement du service public, mais les collectivités locales qui sont sociétaires, par exemple, on a le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, qui est un syndicat qui regroupe des collectivités locales du Livradois, zone très rurale. Ils sont propriétaires de leur infrastructure ferroviaire. Aujourd'hui, il y a un petit train touristique qui circule sur cette infrastructure ferroviaire, et ils se disent mais en fait, on aimerait faire plus pour la mobilité du quotidien, on aimerait faire plus pour du transport de fret, etc. Comment on fait? Le syndicat, demain, il ne va pas devenir opérateur ferroviaire, la SNCF ne va pas forcément y aller, puisqu'en plus, on est hors du réseau ferré national, et puis bon, il y a un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, ils se disent, utilisons cet outil, finalement, qui est la société coopérative, au service du développement de notre territoire et pour nos habitants et pour nos citoyens, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement, les choses peuvent se penser complètement en complémentarité, associer les acteurs, les collectivités locales dans la gouvernance, dans la conception des services, dans la réflexion globale, aux côtés des citoyens, aux côtés des entreprises, au service effectivement d'une mobilité plus durable, et puis avec ce souci quand même aussi de lucrativité limitée, de profitabilité, des profits qui sont réinjectés dans l'objet social, etc. Donc voilà, pour rebondir un petit peu là-dessus. Et puis je m'arrête là, mais il y avait quand même la question aussi de l'accès au numérique, peut-être en 2 minutes. C'est vrai que c'est un sujet aussi sur la question de la commercialisation, par exemple, des billets. On nous pose souvent la question. Dans notre modèle économique sur la ligne Bordeaux-Lyon, sur notre modèle économique, on a intégré donc des agents en gare qui sont là, pas simplement, qui sont là bien évidemment pour vendre des billets, pour accueillir les gens, mais aussi pour être ces interfaces avec les territoires. Parce que ça nous semble important aussi. Les gares sont aussi des lieux, et quand le train passe, il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire, d'animation territoriale, d'accueil, etc. Donc c'est aussi ça qu'on a dans notre réflexion globale. Ça nous semble très important effectivement d'avoir cette place de l'humain dans les trains et dans les gares. Donc, merci beaucoup. Donc vous avez bien compris qu'on peut à la fois se battre pour des services publics nationaux forts, un accès aux droits garantis sur l'ensemble du territoire, et des services économiques d'intérêt collectif qui vont se développer dans de plus en plus de secteurs pour conduire cette transformation de notre modèle économique et social vers plus d'écologie et plus de justice sociale, et que pour cela, vous pouvez sans hésiter devenir sociétaire de l'ensemble des coopératives présentes autour de cette table, et plus sérieusement, c'était déjà très sérieux, mais en tout cas continuer l'échange avec nous à la pause, et puis ensuite aller aussi voir sur vos territoires toutes les initiatives de ce type-là, parce qu'il en existe beaucoup. On en a présenté quelques-unes ce matin, mais tout ça est en pleine logique d'essaimage, avec l'enjeu, encore une fois, que ça puisse faire système pour donner encore plus de force et de puissance à ces leviers de transformation. Merci beaucoup pour ce temps de débat. Merci aux intervenants, merci à vous pour les interactions. Et à très bientôt.